Bonjour Karim. On vient de sortir d'une longue phase de négociation dans la branche de la métallurgie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, je peux t'en dire plus. Donc, on vient de terminer deux grandes négociations, enfin deux négociations importantes. Donc, une première sur l'épargne salariale et une seconde sur les salaires minimums dans la branche de la métallurgie. Sur l'épargne salariale, donc c'est une négociation qu'on souhaitait depuis de longues dates. Déjà au moment de la convention collective, on souhaitait aborder cette négociation sur l'épargne salariale, qui nous a pris pas mal de séances en 2025 et en 2026. Enfin, une fin de négociation un peu en demi-teinte, où effectivement, sur ces sujets d'épargne salariale, on souhaitait mettre en place des dispositifs de branche pour rendre attractif l'épargne salariale, notamment dans les petites entreprises. Et donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc avoir des dispositifs un peu clés en main et faire de la mutualisation au niveau de la branche. Donc un certain nombre d'accords ont été négociés par la CFDT et par d'autres organisations syndicales. Donc ce qui est le plan d'épargne interentreprise, le plan d'épargne retraite interentreprise, un accord aussi sur le fonctionnement un peu de ces dispositifs au niveau de la branche, donc avec un pilotage paritaire. Et là où ça a un peu coincé, c'est sur la question des accords type participation-intéressement, où pour nous on n'a pas souhaité aller sur ces deux accords. Alors sur la partie intéressement, il nous manquait une partie de critères qui soient extra-financiers. Donc on souhaitait avoir des critères sociaux, environnementaux importants dans pour avoir des critères d'intéressement. Et là on n'est que sur une base, sur du financier, donc ça nous gênait. Et l'autre accord sur la participation, pour le coup, il y a la possibilité dans les branches de déroger à la formule de calcul de participation. Alors nous, on était plutôt favorable, à l'idée de déroger pour avoir une forme de calcul, une formule de calcul qui soit plus simple pour les entreprises et pour les salariés, pour mieux, parce qu'elle est quand même pas si simple que ça, et en plus elle a un certain nombre de travers. Donc au démarrage, plutôt favorable sur cette question, sauf que déroger ne veut pas dire uniquement moins favorablement, et c'est là, pour le coup, on n'a pas réussi à se mettre d'accord, pour nous, en tout cas, CFDT. Les formules proposées donc par la partie patronale, selon nous, nos calculs, sont à chaque fois moins favorables que la formule légale, donc déroger oui, mais pas moins favorablement pour les petites entreprises. D'accord. Donc du coup, on a signé 3 accords sur les 5, mais surtout, on a signé l'accord sur les salaires mini. Et du coup, tu peux nous dire un peu comment est-ce qu'on est arrivé, comment a fini la négociation? Sur les salaires minimums, alors faut refaire un peu l'historique. Donc on a renégocié effectivement une nouvelle convention collective on avait avant plein de salaires minima dans l'ensemble des territoires. Donc on a fait une seule et même convention collective avec des mini cadres et non cadres. Donc une grosse négociation jusqu'en 2022. Et on a renégocié donc du coup les salaires minimums en 2024 par rapport à l'inflation, un certain nombre de critères. Donc on s'était revu pour revaloriser cette grille. 2025, ça a été un échec de négociation, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Donc et quand on se met pas d'accord, c'est gelé. Donc ça, c'est important à avoir en tête que si on n'arrive pas à se mettre d'accord, pour le coup, la grille, elle est gelée, et du coup, on se fait un peu rattraper par le SMIC, etc. Et il n'y a pas de revalorisation obligatoire des salaires minimums. Donc 2026, dans un contexte un peu compliqué aussi pour nous et pour les salariés surtout, de ne pas signer 2 années de suite, parce que pour le coup, ce que je te disais tout à l'heure, on se tutoie quand même, on se connaît depuis longtemps, c'était compliqué de ne pas aller sur une signature, parce que ça aurait fait 2 années de suite de geler les salaires dans la métallurgie. Donc, et ça nous faisait passer les 2 premiers coefficients en dessous du SMIC. Donc, signal quand même pas très bon pour la branche de la métallurgie. Donc, on a pris nos responsabilités. Nous sommes allés à la signature un peu en demi-teinte, parce qu'on pense que la proposition patronale, en tout cas, est un peu faible. Mais c'était la dernière proposition. Mais il était important qu'on signe quand même. Donc, on arrive à peu près à 0,9% en moyenne sur cette grille des mini conventionnels revalorisés pour 2026.
Et du coup, nous, on n'arrive pas à la signature, on n'arrive pas à la négociation avec le stylo dans la main. C'est-à-dire que la répartition des augmentations sur cette grille, c'est aussi un des éléments qui nous a fait, qui a emporté notre signature. Oui, parce que nous, on a une revendication assez forte, c'était d'avoir un premier coefficient décollé du SMIC. Donc là, ça l'est. Si on n'avait pas signé pour le coup, on se retrouvait avec 2 coefficients en dessous du SMIC, ce qui n'est pour nous pas acceptable, en tout cas en termes d'image, et même pour les salariés. Alors même si on n'a pas le droit de payer en dessous du SMIC, en termes d'affichage, c'est quand même pas terrible. Et ça, ça fait un tassement. Enfin, en tout cas, la grille n'évolue pas du coup, puisque le point de démarrage de la grille est assez faible. Donc, de revaloriser le bas de la grille, c'était important, et notamment pour les salariés qui sont avec les salaires les plus faibles. Mais du coup, on parle là de la grille des salaires mini. On a aussi un peu d'actualité là-dessus, puisque le 2 décembre dernier, il y a eu un jugement autour de l'article 140. Oui. Alors ça, c'est donc suite à la convention collective de la métallurgie, où il y avait donc un article où on a eu en tout cas, des positions très différentes et une interprétation, une lecture très différente pour le coup de la convention collective entre syndicats et organisations patronales. Et alors cet article définit en gros les éléments qui rentrent dans l'assiette de comparaison, c'est-à-dire est-ce qu'on rentre un certain nombre de primes dans l'assiette de comparaison pour comparer et notre salaire et le salaire des salariés et les mini conventionnels. Donc nous, ce qu'on disait, c'était que toutes les primes liées aux organisations du travail, elles sont en plus et elles ne sont pas intégrées dans l'assiette de comparaison. Donc, et ça, c'était un élément important pour nous. Donc, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. On a essayé de rediscuter donc avec l'UIM un certain temps. On n'a pas réussi du coup à se mettre d'accord. Donc, on n'a pas eu d'autre choix que de saisir les tribunaux sur cette question. Et on a eu un jugement du coup qui nous est favorable, puisque donc le jugement dit que ces primes donc liées aux organisations du travail, donc c'est pas rien, c'est les primes, ça peut être les primes d'équipe, primes de nuit, les astreintes, toutes ces primes-là, elles viennent bien en plus et sont pas intégrées dans le salaire minimum. Donc ça, en tout cas, c'est très important, parce que maintenant la définition elle est très claire de ce qui est le salaire minimum, et il y a une obligation d'appliquer tout de suite cette décision du juge. Donc nous, tout le travail qui va être là maintenant, depuis qu'on a la décision, c'est d'accompagner les salariés du coup pour pouvoir demander un peu réparation si effectivement il y avait un certain nombre de primes qui n'étaient pas en plus du salaire minimum. Donc là, c'est tout le travail syndical qu'on a à mener avec l'ensemble de nos syndicats et les équipes syndicales. Et d'autant que la décision de justice, elle va s'appliquer sur les salaires qui ont été versés en 2024 et 2025. Donc il faudra recalculer pour ces 2 années-là et vérifier que ces primes-là sont exclues. Oui, donc du coup, c'est un vrai challenge. Enfin, en tout cas, il y a un bon travail syndical, et c'est important du coup qu'on aille vérifier avec les salariés dans les entreprises comment avait été appliqué du coup cet article. Est-ce qu'elles étaient... Alors, ça dépendait vraiment des entreprises. Il y a des entreprises déjà qui ne les appliquaient pas, d'autres qui appliquaient une interprétation, on va dire, ou lecture. C'est là qu'il va falloir maintenant qu'on vérifie auprès des salariés, auprès de nos équipes syndicales, comment était appliqué cet article, et qu'on puisse demander réparation pour l'ensemble de ces salariés. Ce qui peut être assez conséquent pour un certain nombre de salariés. Et du coup, en dehors de ces thèmes-là, on a aussi d'autres négociations qui sont en cours dans la branche de la métallurgie. Tu veux nous en dire 2 mots ? Oui, donc on a 2 négociations en cours, une sur l'emploi, une sur le handicap. Le handicap touche à sa fin, donc on devrait arriver sur une proposition d'accord finale. Plusieurs sujets qui ont été portés tout au long de cette négociation, autour de la prévention, autour du reclassement des salariés et de l'emploi des travailleurs handicapés dans la branche. D'accord. Ça, c'est principal. Enfin, les gros thèmes, il y a quand même beaucoup de points abordés. C'est un accord assez conséquent, enfin un projet d'accord assez conséquent. Ensuite, sur l'emploi, on a beaucoup d'attentes, mais on est dans une situation assez difficile dans la métallurgie.
pas que dans la métallurgie, mais dans l'industrie en général. C'est quand même très compliqué. Spécificité quand même dans notre branche, c'est qu'on a des secteurs d'activité qui souffrent actuellement, d'autres qui sont en pénurie de main-d'œuvre, qui ont du mal à recruter. Et c'est un vrai paradoxe. Donc, comment travailler autour de ces questions? En tout cas, c'est un enjeu fort pour l'industrie, et notamment pour la métallurgie. Comment réfléchir à des passerelles, comment passer d'une activité à l'autre, d'un métier à l'autre. Donc il y a tous les sujets de reconversion, de formation professionnelle, d'accompagnement. Il y a aussi des questions bien évidemment de mobilité. Toutes ces questions doivent être aussi traitées territorialement. Donc c'est un vaste sujet pour répondre aux défis de demain pour l'industrie. Ok, donc encore pas mal de négociations en cours et avec l'espoir d'obtenir des avantages pour les salariés. Oui, des salariés, des dispositifs vraiment un peu innovants. On attend beaucoup en tout cas, faut qu'on soit innovant sur cette question-là. C'est l'anticipation qui va faire. Moi, je pense vraiment qu'il faut qu'on aille sur l'anticipation et surtout pas attendre qu'une entreprise, malheureusement, ou qu'une activité soit sur la fin et qu'on commence à s'intéresser, à se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire derrière. C'est bien quand les salariés sont encore en situation d'emploi. On facilite en tout cas toutes ces transitions. L'industrie évolue, elle change tout le temps, donc il faut vraiment que nous aussi on soit en capacité d'accompagner tous ces salariés dans ces situations difficiles et les entreprises. Mais il va vraiment falloir qu'on soit innovant sur ces questions, pas attendre que ce soit trop tard pour agir. D'accord. Eh bien, merci Stéphane. Merci beaucoup. On se reverra sans doute à la fin de ces 2 négociations. Avec plaisir pour un petit point. À bientôt. À bientôt.